Bonjour à tous, c'est William de Ma Petite Watch. J'espère que vous allez bien et que vous avez apprécié le 4e épisode du Time to Talk avec Maxime de Man vs Watch. Si vous n'avez pas eu l'occasion de le voir, je vous invite à cliquer en haut. Dans ce 5e Time to Talk, j'ai le plaisir d'accueillir Olivier. Pour ceux qui le connaissent, Olivier est un YouTuber horloger qui partage sa passion des montres au travers de 2 chaînes YouTube. La première, Eurologique, la seconde qui est francophone, Euromax. Au travers de ces chaînes YouTube, Olivier partage la passion de l'horlogerie accessible. Vous pourrez le voir au travers de la réponse à ces questions. Olivier partage régulièrement de très jolies toquantes à des prix très accessibles. Je vous laisse donc en compagnie d'Olivier et vous retrouve à la fin de cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Olivier des chaînes Horologique et Euromax. Euromax, que vous connaissez peut-être, est ma chaîne en français et Horologique est ma chaîne en anglais. Alors, bon, il y a eu 2 moments. Il y a eu le moment Horologique et il y a eu le moment Euromax. Horologique a commencé beaucoup plus tôt, en septembre 2018, ma chaîne en anglais. Et c'est parce que ça faisait quelques années déjà que je traînais beaucoup dans les blogs horlogers, j'étais abonné à plusieurs chaînes et ça me plaisait beaucoup. J'avais déjà ma collection de montres comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, et je me suis dit, il y avait beaucoup moins d'acteurs à l'époque, que ce soit dans le monde anglo-saxon de YouTube ou francophone, et je me suis dit, j'ai quelque chose, j'ai tellement de passion horlogère que j'ai quand même quelque chose à dire, à partager. Voilà, donc voilà comment je me suis lancé sans trop y réfléchir. Voilà pour Horologique. Pour Euromax, ça a été différent. Euromax, je me suis lancé en février 2021, donc beaucoup plus récemment que ça, avec beaucoup plus, je connaissais déjà beaucoup mieux comment YouTube fonctionnait, vite fait, parce que sinon j'aurais des dizaines de milliers d'abonnés, et je me suis dit, c'est plutôt une opportunité. J'ai vu le gap, j'ai vu que dans la YouTubosphère française, il y avait quand même beaucoup moins d'acteurs et il y avait surtout pas de gens qui parlaient de montres abordables. Ça allait vraiment sur le très haut de gamme où voilà, ça s'arrêtait globalement là. Donc je me suis dit, pourquoi on parle pas des montres abordables, beaucoup plus, des montres hommages, donc en gros mots pour beaucoup de gens. Je me suis dit pourquoi pas, donc je me suis lancé aussi dans ma chaîne française. Alors ça va beaucoup être dans les yeux de ceux qui regardent. Donc une montre exceptionnelle, ça va être une montre exceptionnelle pour toi avant tout, donc pour la personne qui va l'acheter. Une montre exceptionnelle peut être la montre que m'a hérité mon grand-père, mon père. Ça se trouve, elle n'a aucune valeur horlogère, mais elle a énormément de valeur pour moi. Donc c'est ça une montre exceptionnelle, une montre qui te parle, une montre qui te fait sourire, une montre qui t'apporte quelque chose. Il y a dans ce milieu énormément de passion, énormément un côté très passionnel, passionné des choses. Et je pense dans tous les milieux de collectionneurs. Il faut que la montre t'apporte de la passion avant tout. Et c'est ça une montre extraordinaire, une montre qui t'apporte de la passion. Et moi je vais choisir, alors maintenant ça compte pas, je vais plutôt prendre ma casquette collectionneur plus que youtubeur, parce que maintenant je vais faire mes choix de montres beaucoup plus par rapport à la chaîne, par rapport à d'autres critères. Mais en tant que collector, c'était systématiquement ça. Alors il y a eu beaucoup d'étapes bien évidemment, comme beaucoup d'entre vous encore une fois j'imagine. Il y a eu l'étape au début où j'ai engrangé énormément de montres par rapport à des montres que je pensais que je voulais. J'ai fait quelques erreurs bien évidemment. Donc ce qui va guider mon choix en tant que collectionneur, ça va être, encore une fois, même réponse, ça va être ce qui me dit, ce qui va en moi susciter une émotion. Voilà ce qui va vraiment tenir mon choix. Voilà, c'est pas forcément côté complications horlogères, c'est pas forcément côté prestige de la marque, c'est ce qui m'appelle, ce qui me crée une émotion. Alors déjà, je commence par dire que je ne suis pas un expert, très loin de là, comme je le dis souvent sur ma chaîne. Il y a des gens qui sont experts, bien sûr, qui s'y connaissent beaucoup plus. Depuis mes 10 ans que je suis dans ce milieu-là, j'ai quand même fait des recherches, j'ai quand même beaucoup appris, j'ai quand même beaucoup oublié aussi, mine de rien.
Mais voilà, tu apprends des choses. Il y a tellement de choses à savoir dans l'horlogerie, comme toute science, passion en quelque sorte, qu'il y a vraiment des chemins à emprunter. Tu vas emprunter les chemins de ceux qui adorent Rolex, tu vas emprunter les chemins de ceux qui adorent les montres chinoises, de ceux qui adorent Seiko, Citizen, tu peux le faire par marque, tu peux le faire par nationalité, tu peux le faire par ceux qui adorent les mouvements, ceux qui adorent une référence de montre, voilà, il y a différents types d'expertise. Les ressources que je recommande pour ceux qui souhaitent en apprendre davantage, il y a beaucoup, il y a des bonnes, il y a des moins bonnes. Faites attention à où vous allez chercher, bien sûr. Mais je dirais les bonnes. Alors, côté calibre, il y a Caliber Corner. Voilà. C'est en anglais, hein, donc voilà, il faut parler anglais. Après, faites attention à ce que vous trouvez dans les forums. Il y a beaucoup de choses. Ça dépend beaucoup des forums. Ça dépend beaucoup des gens qui en parlent. Aussi, dans les commentaires, il y a de tout. Hein. Alors, je dirais majoritairement, il y a des choses qui sont bien, qui sont intéressantes, qui sont justes. Il y a des choses qui ne le sont pas. Même parmi les youtubeurs, je sais que moi aussi j'ai fait parfois quelques fautes. J'essaye quand même de faire attention à ce que je dis, de bien faire mes recherches avant. Mais voilà, une faute peut toujours arriver. Hein. Donc il faut toujours, si vous êtes passionné, il faut toujours savoir. On a quand même une encyclopédie géniale, gigantesque et presque infinie qui est Internet. Il faut savoir où chercher, du coup. Il y a des blogs horlogers, il y a des choses par rapport aux montres elles-mêmes, aux modèles elles-mêmes que vous recherchez. Donc je vous conseille d'aller voir là-dedans. Ou alors peut-être de aller dans un groupe, par exemple Facebook, un groupe Facebook qui s'intéresse à un sujet, à une montre, à un type de montre particulier. Et peut-être aller dedans et aller poser des questions aux gens qui savent. Il faut toujours aller chercher les gens qui savent et qui sont prêts à vous aider. Ma marque de montre préférée est et reste encore Seiko. D'ailleurs, je porte ma Seiko Monster, qui serait en effet peut-être une de mes montres préférées. Pourquoi Seiko est ma marque préférée, ou l'a été pendant très longtemps Parce que Seiko a tellement fait pour le monde horloger, et tout ça sans trop le dire. Par exemple, Seiko a été déjà la boîte qui a mis toute l'industrie horlogère suisse à genoux avec les crises du quartz des années 70. Seiko est une entreprise qui n'arrête pas d'innover, que ce soit sur la technologie, mais aussi sur le design. Il y a trop de design Seiko. Voilà, Seiko, c'est quand même une entreprise qui n'arrête pas d'innover, peut-être un petit peu trop parfois, et qui, voilà, parfois ne se repose pas assez sur ses bases pour améliorer à fond quelque chose. Ils prennent le pari d'innover à mort, quitte à ce que leur qualité de base ne soit pas au rendez-vous qu'on l'attend. Par contre, gros bémol par rapport à Seiko, on est très déçu finalement par ce qu'on aime bien. Donc, quand j'ai commencé l'horlogerie, Seiko était la référence absolue en termes de rapport qualité-prix. Tout le monde en parlait, tout le monde disait mais comment c'est possible, c'est génial. Et du coup, tout le monde s'est mis, enfin les passionnés, sont mis à adorer Seiko. J'en ai acheté tellement de Seiko, c'était génial. Exemple, cette Monster, Seiko Monster deuxième génération G, donc JDM, modèle japonais, m'a coûté même pas 200 €, papier et tout sur eBay. Ma SKX d'origine m'a coûté 240 €. Voilà, j'en ai eu même une à 190 il y a 4-5 ans. Voilà, c'était ça Seiko, ça vous donnait tellement pour aussi peu. Et aujourd'hui, ça s'est perdu. Et Seiko continue à très bien se débrouiller par rapport à d'autres choses qu'ils ont mis en place, par rapport à du marketing, envers les jeunes et tout ça. Tout ce qu'on veut, ça va très bien, ils ont été sans doute très bien conseillés par rapport à ça. Mais les plus vieux d'entre nous, ceux qui aimions Seiko par rapport à son rapport historique et par rapport au fait que elle faisait un pied de nez aux Suisses en disant « Regardez, moi je propose aussi bien que vous, et par contre je prends pas les gens pour des imbéciles et je propose ça à des prix extrêmement corrects, qu'est-ce que vous faites ?» C'est quelque chose qui s'est perdu. Maintenant une Seiko... on va dire au moyen de gamme va coûter presque autant qu'une montre suisse moyen de gamme, si pas autant, voire plus parfois.
Donc vous vous dites, voilà, ça c'est malheureusement perdu. Il y a encore le Seiko 5, bien sûr, mais une Seiko 5 que j'adore, le nouveau modèle, hein, qu'aujourd'hui vous payez entre 250 et 480 euros. À l'époque, une Seiko 5, c'était. J'en ai eu même à 50 euros. Des Seiko 5 automatiques, belles. Voilà, ça se fait plus, ça se voit plus. C'est une époque qui est révolue et ça nous fait très mal. Donc c'est pour ça que ma marque préférée reste Seiko, mais elle m'a quand même beaucoup déçu. Je n'ai pas de boule de cristal, mais l'avenir de l'horlogerie passe, je pense, maintenant aussi par les micro-marques. Je pense, enfin, ça dépend de ce qu'on appelle horlogerie déjà à la base. Hein. Horlogerie pour passionnés avec des mouvements automatiques et tout ça, je pense que ça a un avenir. Je pense que ça va continuer à rester niche, mine de rien. Hein. Et quelque part, tant mieux, c'est notre petit secret à nous. Mais je pense que cet avenir-là est géré par les micro-marques. Et, enfin, sera géré par les micro-marques, celles qui vont sortir du lot, et par le luxe. Les Suisses sont en train de très bien faire l'histoire, encore une fois, ce qu'ils ont fait dans les années 70, histoire de se dire on se démarque par le luxe. Et ça fonctionne. Tout le monde est prêt à acheter en non, à payer très cher pour acheter en non. Donc c'est très bien, moi aussi je l'ai fait par le passé. Comme quoi, je ne le referai plus, je le refais par le passé. Donc comme quoi, c'est la marque, c'est le poids de ce que représente une marque qui va compter. Et je critiquais Seiko avant, mais c'est peut-être pour ça que Seiko se démarque en quelque sorte. Mais l'avenir horloger, comme je le dis, c'est bipolaire. C'est ou bien via le luxe, donc via ce que vous achetez sans savoir trop ce que vous achetez. Il y aura toujours un marché pour ça, pour les gens qui veulent show off. Et c'est très bien, je ne critique pas du tout, hein, je le fais moi aussi comme je vous ai dit. Je l'ai fait moi aussi comme je vous ai dit. Et encore une fois, de l'autre côté, ça va être par les gens qui sont passionnés, qui aiment l'émotion, encore une fois, je reviens toujours à ça, que procure une montre, un petit mouvement mécanique. Ça sera un marché qui restera beaucoup plus petit, beaucoup plus niche que la partie luxe. Voilà, donc ça va être beaucoup plus ça, et ça va, je pense, encore plus s'accentuer dans le futur. Et je pense qu'il y a beaucoup de marques qui sortent en ce moment. C'est parce que peut-être le marché peut encore absorber. Je pense que la plupart ne continueront pas. Le marché des passionnés n'est pas si grand que ça, mine de rien. Mais voilà, donc je pense vraiment qu'il y aura ces deux parties-là. Donc la partie luxe et la partie pure passion des gens à qui l'horlogerie fait appel. Je dirais de faire ses propres erreurs sans trop y perdre. Alors, je m'explique. Moi, j'ai fait beaucoup d'erreurs quand j'ai commencé ma collection, et c'est absolument normal. Il faut commencer par là, il faut commencer à savoir ce qu'on aime, faut voir si je suis quel collectionneur, j'aime quel type de marque, je commence déjà à acheter tout au début, j'achète peut-être ce qui est très cher, mais qu'après je mets peut-être pas. Il y a des tas d'erreurs qu'il y a à faire. Après, je pense qu'on peut aller plus vite, comme dans toute chose, on peut aller plus vite quand il y a des gens qui nous expliquent, qui disent, écoutez, j'ai fait cette erreur-là, voici ma méthode pour ne pas la faire. Après, vous faites ce que vous voulez, vous expliquez, enfin, vous prenez les conseils ou non, ou une partie, ce qui est parfaitement bien. Mais il y a toujours une fois des hacks, comme on appelle en anglais, qui vous permettent d'aller un petit peu plus vite. Donc en effet, je dirais deux choses. Donc faites vos propres erreurs, c'est sûr, c'est certain, on passe toujours tous par là et c'est comme ça qu'on apprend à connaître ce qu'on aime. Et deuxièmement, faites vos propres erreurs, mais en écoutant quand même les conseils des personnes qui ont fait ça déjà un petit peu avant vous. C'est le but de nos chaînes, hein, si vous voulez. Moi j'ai des vidéos à ce sujet. Comment éviter des pièges, comment ne pas trop payer, comment ne pas se faire avoir sur une fausse montre, comment éviter les arnaques sur le bon coin, voilà, des tas de choses comme ça. Il faut voir par rapport aux gens qui ont vécu et qui l'ont subi malheureusement. Alors, la question suivante c'est quelle montre conseillerais-tu pour un budget de moins de 1000 euros? Voilà, dans ma chaîne, il y a beaucoup plus abordable que ça. Oula, c'est un vaste sujet. Aujourd'hui, je ne saurais pas vraiment... Enfin, je fais tellement de vidéos sur des montres à moins d'un certain budget. J'en ai fait à moins de 100 euros, j'en ai fait à moins de 300, à moins de 200. Voilà, c'est vers là que se situent les montres que je présente. Donc je vous renverrai vers ces vidéos-là, parce que c'est encore carrément valable. Bon,
même de façon très très globale, hein, pour une montre en chronographe très qualitatif, je dirais, pour les gens pour les gens qui débutent et qui n'ont pas beaucoup d'argent, je conseillerais la Red Star 1963, je la conseille tout le temps, les gens qui suivent la chaîne vont avoir marre. Mais voilà, c'est quelque chose qui vous donne tellement avec ce mouvement que même maintenant je regarde, je me dis waouh, c'est incroyable. Voilà, c'est une montre chinoise, attention, n'allez pas fuir. C'est une montre chinoise qui est très qualitative, qui est très bien décorée. Il ne faut pas la regarder très près, bien évidemment, parce qu'il y a quand même des défauts à cette gamme de prix. Et qui, justement, parlons prix, qui est, ça dépend des fois, entre 150 et on va dire 250 euros. Donc, globalement, le prix d'une bonne G-Shock, ou le prix moins cher qu'une Seiko 5 de base. Voilà, je ne sais pas ce que j'ai à dire par rapport à ça, c'est quand même très bien. De l'autre côté, voilà, elle a un mouvement qui est des années 40, mouvement suisse, attention, hein, mouvement d'origine suisse, qui est un peu fragile quand même, il ne faut pas trop la brusquer, cette petite grand-mère, mais elle est là, elle est belle, et si vous savez la mettre sans trop la brusquer, voilà, c'est une montre qui est quand même exceptionnelle. Comme autre type de montre, un peu plus haut de gamme, il y a les Seiko 5. Donc allez-y sur les Seiko 5, hein. Franchement, c'est pour ceux qui ne savent pas ce qui est venu avant, je pense que voilà, on a des montres qui sont aujourd'hui très qualitatives, qui sont très intéressantes, qui sont très playful, avec des belles couleurs, des beaux designs par-ci par-là, et surtout aller par rapport à ce qui vous tente. Mais bon, si vous voulez encore une fois des conseils de montres abordable, n'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne parce que j'en parle tout le temps, je parle quasiment que de ça, hein, donc voilà, venez voir. Mes projets pour 2024, c'est vrai que ça fait quand même quelques temps que j'ai commencé YouTube, donc mes projets, aujourd'hui j'ai quand même une petite présence, hein, je reste une sorte de micro-tubeur quand même, mais j'aimerais quand même m'étendre sur YouTube, j'aimerais quand même faire un petit peu mieux les choses, aborder mieux les sujets, vous donner du contenu que vous souhaitez, faire des collabs, bien sûr, comme ce qu'on fait ici, c'est très important quand même, parce que je trouve que dans le monde YouTube francophone, c'est très gentil, c'est très amical. J'ai rencontré Joao hier, par exemple, de Montrez-moi. Voilà ce que j'aimerais faire pour 2024. Aller vers les autres youtubeurs et aller bien sûr beaucoup plus relier les liens avec mes abonnés. Merci beaucoup. J'espère que vous avez apprécié ce 5e épisode du Time to Talk et je remercie grandement Olivier de sa participation. Pour le prochain épisode, le 6e Time to Talk, nous aurons un invité exceptionnel et un invité aussi, dirais-je, différent de ceux que vous avez déjà pu voir au travers des 5 premiers épisodes. Je n'en dis pas plus, mais un petit indice s'est glissé dans la vidéo. Et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche. Un grand merci de suivre cette chaîne. N'hésitez pas à partager vos retours en commentaire. Et je vous dis à très bientôt.